Ce 17 novembre, c'est toute l'Alsace qui se retrouve habillée de jaune. Du nord au sud de la région, de parfaits inconnus répondent à des appels sur Facebook et se retrouvent sur des parkings pour bloquer tous ensemble les axes de circulation. À Vendenheim, ils étaient environ 200, prêts à faire leur jonction avec des groupes venus de Haguenau et de Sels, des gens qui ne se connaissaient pas il y a peu et qui ont dû s'organiser. On s'est tous rencontrés sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et la coordination se fait et s'est fait également par des réunions, par des échanges via des forums. Né sur les réseaux sociaux, le mouvement se prolonge le soir même, dans la vie réelle, sur plusieurs ronds-points de la région. On s'est retrouvé avec une bûche scandinave, 5 personnes autour à essayer de se réchauffer comme on a pu. Et au final, c'est les gens qui sont venus tous les jours. Chacun a amené sa petite touche et sa petite pierre à l'édifice, et ça a monté ainsi. Un rassemblement hétéroclite, né de l'augmentation du prix des carburants, mais où chacun amène ses propres revendications. On a des gens qui sont venus par des revendications différentes, qui ont des vies différentes, qui, encore une fois, qui peuvent être artisans, salariés, retraités, lycéens, étudiants, avocats, infirmières, assistantes maternelles. Et ces gens, venus de tous les horizons, ont rapidement le sentiment de former une famille. Et dans l'occupation des ronds-points, naît une vague de solidarité avec les automobilistes. On voit pas mal de personnes qui passent en voiture, qui nous lèvent le pouce, qui nous disent bon courage, on est avec vous. Enfin, je pense que le message commence à passer. J'ai passé 3 heures pour venir là. Alors que d'habitude, on met 20 minutes, quoi. Mais bon, moi, je suis d'accord avec eux. Une vague de soutien grandissante qui porte les gilets jaunes et nourrit leur détermination. Au début, on met des couvertures de survie en dessous et après, on met un réchaud encore. Le réchaud qu'on a à l'intérieur dans la cuisine. Ce maçon a posé 2 semaines de congé pour pouvoir rester ici jour et nuit. Moi, j'ai cru que ça durait juste une semaine. Mais en fait, compte, non, il veut pas lâcher, donc on lâche. Car la réponse politique se fait attendre. Alors, week-end après week-end, les montées à Paris s'enchaînent. Acte 1, acte 2, le plus violent, et un sentiment de ne pas être entendu qui grandit. On a des gens de chez nous qui sont montés, qui avaient, comme dit, 40 ans d'armée derrière eux, des gradés de l'armée, mais qui, quand ils sont arrivés, n'ont plus retrouvé la France pour laquelle ils se sont battus. Donc, et ça fait mal. Et donc, arrive le problème où, si même à Paris, vous êtes parqué et que plus personne ne vous écoute, les gens ils vont localement faire des choses qu'ils n'auraient jamais pensé faire. Mais le mouvement se heurte aussi à ses propres limites. Son refus de désigner des porte-paroles met en difficulté le gouvernement qui ne trouve pas d'interlocuteur avec qui négocier. Il y a des personnes qui nous demandent de faire partie d'un mouvement ou de faire partie d'une politique ou d'un syndicat. Le mouvement, il est là. C'est le peuple. Qui est légitime, qui est le vrai porte-parole local, régional, national? Comment est-ce qu'on fait pour les désigner? On est obligé de passer par une autre forme de démocratie qui, évidemment, passe par différents canaux. Est-ce que c'est de l'élection? Est-ce que c'est, comme on l'avait sous la Révolution, de l'élection à celui qui prend le plus de poids en parole? C'est très, très, très compliqué. Alors localement, les élus de terrain essaient de structurer le dialogue. Dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, des tables rondes s'organisent. Mais les gilets jaunes ont le sentiment que leurs revendications ne remontent pas jusqu'à Paris. Quand on écoute un petit peu ce qui se passe à la radio, les annonces faites par certains membres du gouvernement, on a juste l'impression qu'ils ne savent pas ce qui se passe réellement dans notre France à nous, c'est-à-dire la France des milieux modestes, voilà, où il y a besoin de se battre tous les jours pour vivre. Et de fait, quand arrive le temps des annonces, d'abord le Premier ministre. De bonne volonté autour d'une table et qu'on travaille sérieusement. On veut des mesures concrètes. Il n'a rien compris encore. Puis le Président de la République. Contrat pour la nation qui ont réussi. Les gilets jaunes ont trop attendu. Leurs attentes dépassent désormais ce que le gouvernement est prêt à concéder. À 20h15, 20h20, donc M. Macron avait terminé après 13 minutes, c'est pas un problème. À 20h20, les gens ils ont commencé à se renseigner un petit peu. Et à 20h20, vous saviez déjà que c'était un écran, qu'on a essayé de berner un petit peu les manifestants qui sont dehors depuis plus d'1 mois. Et ça passe très mal. La réaction est unanime, les gilets jaunes ne lâcheront pas. Mais en Alsace, l'attentat de Strasbourg vient endeuiller la région et mettre en sourdine leurs revendications. Et à peine sortis de leur deuil, les voilà sommés par les forces de l'ordre d'abandonner leur rond-point. Le gouvernement a changé de ton, en quelques heures les campements sont démontés, les traces de la lutte effacées. Les gens qui étaient pacifistes sur les ronds-points où tout se passait bien,
remarquent qu'ils sont délogés, convoqués en gendarmerie avec des menaces de répression pénale, ils disent « Ok, il faut lâcher un rond-point, tant pis ». Mais ils vont faire des actions bien plus radicales. Et c'est ça le danger actuel. Mais ça, on a l'impression que ni le gouvernement, ni nos différents élus veulent le comprendre. Depuis, les campements se sont déplacés sur des terrains privés, mais les Gilets jaunes restent mobilisés. Des Gilets jaunes qui se sont promis de passer les fêtes ensemble.